Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment ça va? Bonjour GoStream, bonjour le chat, comment ça va? Bonjour à tous, bonjour Starbuck, bonjour Fabien, bonjour à Jay, bonjour JustCool7, bonjour, comment allez-vous? En ce samedi 11 mars 2023. Eh bien, écoutez, moi, je vais très bien, je suis très, très content de vous présenter les actualités en ce moment qui se sont passées pendant les 2 dernières semaines. On s'excuse du coup du petit retard qu'on a eu sur les horaires, hein, excusez-nous. C'est que on a envie, le Tease a envie de vous présenter de la qualité et il vous montre de la qualité et c'est ce que vous aurez de la qualité. Voilà. Allez, nous allons commencer par évidemment les news les plus récentes. Évidemment, nous allons commencer tout de suite par Mario Kart 8 Deluxe. Évidemment, nous devons vous présenter la vague 4 qui est arrivée le 9 mars Il y a un petit problème là. 2023. Il y a un petit problème, excusez-nous pour le petit retour. Je me suis trompé d'écran. Mario Kart 8 Deluxe, disais-je, et non pas Twitter. C'est pas Lorenzo que je veux voir, c'est les nouveautés. C'est une nouveauté, mais une nouveauté vraiment qui me fait très plaisir, car il y aurait 5 nouveaux personnages au programme. Ça vient d'être confirmé. Alors que la Oh, quatrième vague arrive, hein. j'ai la régie qui est en train de hurler de rire. Alors que la quatrième vague du DLC de passe circuit additionnel vient à peine de débarquer sur Mario Kart 8 Deluxe, les joueurs ont fait une découverte surprenante, car en effet, en même temps que la vague 4, il y a un nouveau perso qui est arrivé. Jean-Jacques Emma. Alors peut-être en tant que, prochain personnage, hein, je le bon Jean-Jacques, peut-être qu'il va arriver. Mais Birdo est arrivé en même temps que la vague 4 et on aurait découvert 5 nouveaux personnages inédits feraient très prochainement leur entrée sur les circuits. Mario Kart 8 Deluxe fêtera prochainement sa 6e année quand même, hein. Alors 6e année, mais en ce qui concerne sa sortie sur la Switch, hein, sinon le jeu est beaucoup plus vieux, hein. Il y a presque 10 ans quand même, hein. La ref, c'est le réalisateur TV Jean-Jacques Amselem. Alors celui-là, je ne le connais pas celui-là. Msaram Saram. Oh putain, je viens de comprendre, ça y est. Excellent J. Toujours les bonnes refs. Toujours. Bref, le jeu était sorti quand même depuis un petit bout de temps sur Wii U, hein, mon cochon. Il y a eu 4 DLC. Là, il y en a un bon petit paquet. Au fil des années, et afin que les pilotes virtuels ne s'ennuient pas, Nintendo a mis en place un DLC du nom de Pass Circuit additionnel. Il développera au fil du temps un total de 48 courses supplémentaires par le biais de 6 vagues différentes. Ça fait quand même toutes, en fait 48 nouvelles courses, c'est-à-dire tout un jeu. C'est quand même pas rien. Mais alors que la quatrième vague vient à peine de sortir, les joueurs ont eu l'occasion de découvrir 5 mystérieux emplacements vides à l'écran de sélection des personnages. Voici ce que semblent indiquer ces 5 emplacements. Point d'interrogation à l'écran de sélection. La quatrième vague du DLC a introduit Birdo, le dinosaure rose au nœud rouge qu'on n'a pas vu depuis Mario Kart Double Dash, hein, je précise. Je crois. Corrigez-moi si jamais je me gourre. Mais le personnage mythique de Mario Party Superstar ne sera sûrement pas le seul à faire son entrée par le biais du pass circuit additionnel. Les équipes de Nintendo l'avaient annoncé lors d'un précédent Nintendo Direct, d'autres figures cultes de la licence devraient prochainement faire leur apparition. Et là, en ce moment, sur la communauté Mario Kart, c'est la foire à la théorie. On est parti sur du Funky Kong, du Diddy Kong, la plante carnivore, parce que bon, elle était dans Smash, donc pourquoi pas Mario Kart, ou encore Pauline. Moi, je serais plus d'avis pour Pauline, hein. Ce serait bien qu'elle ait une place supplémentaire dans les Mario. Voilà, elle a été ignorée pendant de très nombreuses années. Elle est revenue dans Mario Odyssey. Elle a beaucoup plu à la communauté. Ils l'ont mis dans le golf, le tennis et le foot. Pourquoi pas Mario Kart? Et on rappelle évidemment, avant de passer à l'autre article, des courses. On vous rappellera évidemment les courses. Nous avons du coup 2 coupes, la coupe fruits et la coupe boomerang, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit de 5 personnages supplémentaires. La coupe fruits a du coup viré à Amsterdam de Mario Kart Tour, le Riverside Park de Mario Kart Super Circuit dans lequel j'ai pris beaucoup de cheveux blancs, le Pic Donkey de Mario Kart Wii auquel mon taux de cholestérol a monté tellement je suis vieux maintenant, et l'île de Yoshi qui est une nouveauté, qui est une véritable masterclass. En tout cas, nos maps sont top. Effectivement, la coupe boomerang avec bousculade à Bangkok, poursuite à Singapour, tous les deux de Mario Kart Tour, le circuit Mario de Mario Kart DS, un circuit que je n'aurais jamais cru revoir un jour, qui a été, alors c'est plus qu'une retouche, là c'est carrément de la chirurgie esthétique qui a eu droit à ce circuit, et El Famoso, le stade Waluigi.
évidemment, on dit toujours que le stade, que Waluigi est un véritable, BG, c'est un giga chat puisque ces 2 courses, à savoir le stade Waluigi et le flipper Waluigi sont 2 masterclass, donc évidemment, Waluigi est par conséquent un beau gosse. Et alors, on rappelle évidemment que le DLC Pass Circuit additionnel est disponible au prix de 25 € sur l'eShop de Nintendo, 48 courses plus 6 personnages, c'est quand même pas rien. On espère évidemment peut-être des nouveaux cartes, des nouvelles roues, des nouveaux, parapentes évidemment. Mais vous pouvez aussi avoir ce DLC Pass Circuit additionnel en vous abonnant au Nintendo Switch Online, plus pack additionnel pour avoir directement accès au DLC sans avoir à le payer. Et vous aurez aussi accès, au catalogue des jeux Nintendo NES, Super NES, Nintendo 64, Super NES et il n'y a pas si longtemps, depuis le mois de février, aussi au catalogue Game Boy et aussi Game Boy Advance. Ce n'est pas rien et aussi, au DLC, de, Splatoon 2, le pass Octo Expansion ainsi que le DLC de Animal Crossing Happy Home Designer. À quand le DLC avec option caster? Faut, sachant connaissant Nintendo sur sa position sur les streamers et compagnie, je pense pas qu'un jour ce DLC verra le jour. Ou alors si vous êtes, si vous la jouer gros rat, vous pouvez évidemment jouer avec des amis ou en ligne avec des joueurs ayant les DLC parce que je précise, si vous n'avez pas un DLC mais que vous jouez avec quelqu'un qui a le DLC, vous pouvez jouer aux courses. Mais c'est évidemment si vous êtes un énorme rat. Allez, on passe, au deuxième événement qui est sorti, une collaboration Overwatch 2 One Punch Man une collaboration qui ne sera, d'après les dires ah oui, d'accord, il y avait la vidéo. Bon, et ben écoutez, voici, voilà pour, la vague 4. Elle est belle, hein? Regarde un petit peu le stade Waluigi qui a été bien refait, les champs de tulipes en Hollande, le stade Donkey Kong. Petit Donkey Kong, voilà, Singapour. Vous voyez un petit peu ça. Qu'est-ce que c'est beau. Les courses ont été bien refaites, mais je trouve que les textures ont un peu moins de qualité, que les autres, mais bon, on va pas cracher dans la soupe. Ce sont, 8 belles courses, encore une fois. On espère, encore une fois des masterclass, pour le reste. On fait confiance à Nintendo pour ce truc-là. On va peut-être passer à la suite. Vas-y, donc du coup, ce sera une collaboration qui la première collaboration et d'après les dires des développeurs, pas la dernière. Un s Ouais, Overwatch 2 X One Punch Man, un skin gratuit à récupérer devant l'événement et pas n'importe lequel. Si Fortnite est le maître incontesté des collaborations depuis quelques années, cela ne veut pas dire que la concurrence se laisse faire. Ainsi, du côté de Blizzard, on nous propose un événement en lien avec One Punch Man, avec à la clé des éléments cosmétiques gratuits, dont un skin. Vous pourrez voir les skins. Donc, les skins en question, c'est Doomfist avec le skin de One Punch Man, Genji avec Genos, Kiriko, la healeuse ninja avec le skin de Fubuki et Soda76 en Roulette Rider. Et si vous lisez le manga, vous pourrez tous savoir que Roulette Rider est le meilleur héros de la série du manga. Ça fait quelques semaines que l'on savait qu'un événement One Punch Man était sur le point de débarquer. D'ailleurs, les premiers visuels que nous avions eus nous permettaient de voir Doomfist avec la célèbre tenue jaune, les gants rouges et la cape de Saitama. Ils l'ont pris parce qu'il était chauve. Voilà. Et bien, ça y est, non seulement cet événement est officiel, mais en plus, il débarque dans quelques heures sur Overwatch 2. Donc, le coup d'envoi a été donné le 7 mars à 20 h. Vous pourrez remplir des quêtes pour débloquer le skin de Roulette Rider de Soda76. Le reste est disponible dans la boutique, évidemment. Et si vous êtes bien chaud, vous êtes bien chaud pour prendre ces packs, laissez-moi vous refroidir. C'est 21 € le pack. Le pack, hein, attention, hein, c'est pas l'ensemble, voilà. C'est voilà, hein, c'est je vous ai bien réchauffé, je vous ai fait refroidir, je vous ai pas menti. Du coup, pour si vous voulez avoir seulement un des skins, enfin un pack, attention, hein, je précise, le pack, c'est-à-dire le skin plus, quelques petits accessoires en plus, une posture, quelque chose, voilà, ce sera, 21 €. Si vous voulez avoir la totale, ce sera 44. J'espère que vous êtes contents, parce que moi je suis un gros faible, mais bon, je n'ai pas acheté le pack complet, hein, attention, mais on peut dire que ça refroidit bien les ardeurs quand même, hein. C'est voilà, vous pourrez, vous obtenir ça avec, dans la boutique du jeu, donc on précise que voilà, vous pourrez voir en fonction des parties jouées, vous pourrez débloquer du contenu gratuit, mais bon, on va dire que, ça reste quand même en travers de la gorge, 21 € pour seulement un skin et quelques petites babioles, ça reste relativement cher. On va enchaîner avec une information qui est passée aussi le 9 mars, à 23 h, la bande annonce finale de Super Mario Bros, le film.
Comme prévu, Nintendo et Illumination ont dévoilé le trailer final de Super Mario Bros. Le film à l'occasion d'un Nintendo Direct spécial diffusé ce jeudi 9 mars à 23 h, à un mois de la sortie, voyant ce que cette nouvelle fournée d'extraits inédits nous réserve. Avant de lancer le, le, le trailer, évidemment, la bande-annonce, on rappellera que Super Mario Bros. Le film sortira le 5 avril 2023, durera 1 h 30. C'est une comédie de l'aventure faite par Illumination qui ont fait alors, il y a une erreur encore une fois, car Illumination ont bien fait les mignons, mais ils n'ont pas fait le chapeauté. Ce serait cool que Millennium, revérifie un petit peu leurs sources. Ce n'est pas grave, le Kiss qui m'a dit qu'il a copié bêtement, mais ce n'est pas de sa faute. Le chapeauté, effectivement, c'est DreamWorks. Je vois les fans en train de s'arracher les cheveux. Là, je vais porter plainte auprès de Millennium. Donc, je vais corriger pour eux. Illumination, on fait les mignons, moi moche et méchant, le Grinch, tous en scène. J'en manque un petit peu, je manque un petit peu aussi de références, mais en tout cas, ils ont fait de très très bons longs films d'animation. Bref, nous allons voir immédiatement la bande-annonce. Je laisse à la régie le soin d'envoyer le trailer. Où je suis là? Viande fraîche pour le hachoir. Ne lui prête point attention. Il a une bonne bouille, mais il est... Il doit y avoir un moyen de sortir. On ne peut pas s'échapper. La seule issue est la douce délivrance de la mort. Tu le fais exprès ou quoi? En armée, mes coupards, mes Goombas, mais je sais pas quoi. Je détruirai le royaume champignon. Bowser sera bientôt là. Je n'ai pas peur. Je ferai n'importe quoi pour mon frère. On va réussir à le sauver. Ça va chauffer. Toi, tu l'auras bien caché. C'est marrant. Allez, prêt? C'est parti! Qu'on en finisse. Dormez-vous, Bob Austin et John Leguizamo. Ah, c'est bon, je suis revenu là? C'est bon? Voilà. Allez, renommez-vous Bob Hoskin et John Leguizamo, évidemment, rapide référence aux deux réals qui ont réalisé le premier Super Mario Bros. Le film dans les années 90. Un film que je préférais oublier. Ça me fait. Et merci beaucoup à Bidouyux qui lance un raid de 2 personnes. Merci. Ah, les acteurs, pardon, c'est les acteurs. Bah, John Leguizamo, il s'en est sorti un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Comment ça va, le Bidouyux? Bidouyux, merci beaucoup pour le raid. Je rappellerai évidemment que pendant que vous avez vu la bande-annonce, j'ai regardé qui a écrit l'article, parce qu'une erreur comme Illumination, le chapeauté, c'est pas possible. Et il s'avère que c'est Lloyd, c'est le chef de projet éditorial de Millennium qui a écrit cet article. Peut-être falloir y en toucher un ou deux mots quand même, hein. Bref, pour le trailer, c'est un feu d'artifice de référence. Toute la campagne promotionnelle autour du film de Illumination, en collaboration avec Nintendo, a montré que le studio d'animation allait faire attention aux matériaux de base. Licence la plus précieuse du catalogue, pourtant bien fournie en marque porteuse de Big N, Mario est un peu le Mickey du jeu vidéo. C'est une mascotte, hein. Et on se doute que Shigeru Miyamoto a veillé personnellement à ce que son bébé ne soit pas trop chahuté. C'est vrai que quand on regarde ce que les autres ont fait sans l'accord de Nintendo et surtout sans l'accord de Nintendo, ça n'a pas très bien marché. Voilà, on se rappelle tous du film Super Mario Bros. Des années 90. Mais cette fois, Nintendo a supervisé absolument tout, le design des personnages, les bruitages, absolument tout. On s'attend quand même à une bonne dinguerie. On a quand même eu le droit à une publicité avec un vrai faux site internet pour les services de plomberie des deux frangins. Je vous invite à aller le voir, c'est très drôle. Et pour ne rien gâcher, c'est bel et bien le générique de la première série animée des années 80 qui habille cette petite page de pub pour les Super Mario Bros. Donc la sortie approche à grands pas.
Si vous avez suivi l'actualité du film depuis le début, cela remonte à quelques mois maintenant, vous savez déjà quels acteurs vont camper les voix du personnage du Royaume Champignon. On a la chance, on peut le dire, d'avoir des comédiens de doublage professionnels de très grande qualité. Effectivement, le monde entier nous envie notre VF et ça c'est cool. Et il se pourrait que les autres pays du monde nous jalousent notre version française si les bonnes impressions des divers bandes annonces diffusées se confirment. Il n'y a plus très longtemps avant de pouvoir aller juger sur pièce puisque Super Mario Bros. Le film verra le jour, évidemment, je le rappelle, le 5 avril prochain en France. Et moi, franchement, je suis hypé de ouf et juste cette scène, cette dernière bande annonce rajoute encore plus de hype personnellement. J'ai écouté évidemment les interviews des deux réalisateurs qui ont stipulé, qui en plus ils ont fait, qu'ils ont développé une nouvelle technologie pour faire la gestion de lumière. Comme vous le voyez sur la route arc-en-ciel, ça rend très très bien. Shigeru Miyamoto a précisé que le film est terminé. Il rentre maintenant en localisation. Tout est fait. Là, c'est champagne. Super Mario Bros. C'est The New Simpson à Skip, ça se dit dans le milieu du doublage international. C'est vrai que le film Les Simpsons, qui était sorti en 2008-2009, je ne sais plus, et a été très très bien reçu. Franchement, c'est un film que j'ai aussi adoré. Certes, il n'y a eu qu'un seul film, mais quel film. Plus je regarde l'article de Millennium, plus je constate des fautes d'orthographe, c'est une dinguerie. Bref, nous allons enchaîner maintenant sur l'annonce qui a mis en feu Twitter, Counter-Strike, alias CSGO 2. 11 ans plus tard, un nouveau Counter-Strike va sortir selon Nvidia. Counter-Strike aurait une suite, c'est l'énorme nouvelle vidéoludique du jour communiquée par Richard Lewis, commentateur bien connu de la communauté CS, intitulé très sobrement Counter-Strike 2. Le jeu pourrait avoir une bêta dès ce mois-ci. C'est quand même très court, hein. Il y a des gens qui n'arrêtent pas, comme tel Forspoken, qui annoncent leur jeu des années en avance. Et là, le jeu sûrement le plus joué du monde depuis plus de 10 ans, sa suite, arrive en bêta potentiellement ce mois-ci et on est au courant que maintenant. Voilà comment mettre Twitter en feu, et en plus, ça a l'air d'être une annonce assez officielle parce que c'est pas, Roger du PMU qui dit: «Ouais, potentiellement, il y aurait CS2 en bêta qui arriverait». Non, 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 là, c'est par contre officiel. C'est officiel, les gens. 100 balles que le jeu, c'est le même que le premier, mais juste avec un meilleur design. On s'attend à du mieux. Écoute, c'est Valve, de ce côté-là, je leur fais confiance, mais il serait temps qu'ils se pas que Valve se enfin, j'ai pas envie de leur dire de se bouger un peu le cul, mais bon, ils se reposent un petit peu trop sur leur jeu. Sorti il y a pour la plupart quand même plus de 10 ans, ce serait cool qu'ils annoncent un nouveau jeu, donc là du coup c'est Counter-Strike. Rien n'est encore officiel, mais, mais la rumeur enfle sur la toile. Counter-Strike aurait une suite qui pourrait sortir très bientôt, tout comme le Steam Deck. Le nom de cette suite de Global Offensive, CSGO pour les intimes, serait tout simplement Counter-Strike 2. C'est Richard Lewis, un journaliste et commentateur bien connu de la communauté de Counter-Strike, qui affirme presque certainement, c'est sûr à 95%, tu vois, cela. Il aurait reçu des preuves de sources anonymes que Valve se prépare à sortir une nouvelle version du FPS dans un avenir proche. Plus surprenant encore, une bêta pourrait arriver dès ce mois-ci ou en avril. C'est vrai que quand on regarde les stats de Counter-Strike, le premier, hein, CSGO, ouais, on se rend compte que même 10 ans après la sortie du jeu, il n'y a jamais eu autant de monde sur CSGO. Il y a souvent plus d'1 million de joueurs connectés ensemble. C'est juste incroyable. Un certain nombre de joueurs professionnels de Counter-Strike auraient déjà testé le jeu en secret. Les sources de Richard Lewis affirment aussi que Counter-Strike 2 est presque prêt à être lancé. Un autre indice concordant serait l'apparition de fichiers intitulés CS2.x et CSGO 2.x dans la dernière mise à jour du pilote de carte graphique Nvidia du 1er mars. Voilà, comme vous savez, à chaque mise à jour de pilote graphique Nvidia ou de jeu en interne, il y a des petits malins qui s'amusent à fouiller le code du jeu pour découvrir quelques dingueries. Et effectivement, là, ils n'ont pas découvert une dinguerie. Tel Christophe Colomb, ils ne sont pas venus ici pour. Ils ont pensé découvrir du cuivre. Ils ont trouvé de l'or. Counter-Strike 2, ce que l'on sait pour l'instant, bien que nous n'ayons aucun aperçu de ce à quoi Counter-Strike 2 pourrait ressembler, le jeu est certainement basé sur le moteur graphique Source 2 de Valve qui alimente Half-Life Alyx ou Dota. Moteur graphique qui a quand même un petit peu d'âge, hein, on va pas dire. Alors que CSGO tourne toujours sous Source du premier nom, ce changement permettra une nette amélioration des graphismes et de l'optimisation pour les configurations les plus modernes. Mais c'est vrai que CSGO tient quand même bien la route, hein, disons après, sous Windows 10 ou Windows 11. Il y a quand même des mecs qui n'ont pas grand-chose à foutre de leur journée. Des gens comme moi.
Richard Lewis affirme également que cet opus verra le tick rate des serveurs officiels doubler par rapport à ceux de CSGO. Le tick rate affecte la vitesse de traitement du jeu. Un tick rate plus rapide donne une meilleure sensation de réactivité en jeu. Sachant que sur CSGO, il faut avoir des bons réflexes, le tick rate a intérêt à être mais précis à mort. Bah, pour fouiller dans les codes, ça, t'inquiète pas qu'il y a toujours du monde. Mais c'est de plus en plus facile, je trouve, de fouiller dans les codes maintenant. De plus, le jeu offrira un système de matchmaking interne bien plus performant en évitant l'utilisation de logiciels tiers, comme c'est le cas actuellement. Après Counter-Strike 1.6, Condition 0, Source, et 10 ans après Counter-Strike Global Offensive, ce sera le cinquième opus de la série, célèbre série de jeux de tir à la première personne qui rassemble chaque jour plus d'1 million de joueurs à travers le monde. Si alors, petite parenthèse avant de passer à la suite, si jamais, c'est vrai, hein, et que la bêta va arriver, admettons, voilà, CS:GO 2 existe bel et bien, heu, les serveurs ont intérêt à être blindés, mon ref, parce que, là, par contre, ce sera pas que 1 million de personnes qui vont tester le jeu, hein. Là, je compte au bas mot. Les serveurs ont intérêt à bien tenir, les serveurs vont exploser. Ils ont pas intérêt à nous faire une Blizzard, parce que voilà, je rappelle que Blizzard, ils annoncent, l'ouverture de World of Warcraft classique, les serveurs n'ont pas tenu. Diablo 3, ça a pas tenu. Overwatch 2, ça a pas tenu. Diablo 4, ça ne va pas tenir, je le pré-shot. Mais alors CS:GO 2, je leur conseille de louer tout un bâtiment juste pour les serveurs, parce que je sens que ça va et quelques extincteurs aussi, parce que ça va bien cramer. Allez, on enchaîne un petit peu du côté du cinéma. On va parler de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Oui, je sais que ça vous a manqué. Je sais, hein, que c'est un classique, hein. L'happy ending n'aura pas lieu d'après JVC, car le box-office peut être cruel, effectivement. Astérix et Obélix ont beau cumuler quelques millions d'entrées, le film reste un flop. Ça devait être le porte-étendard du blockbuster à la française, et pourtant 5 semaines après sa sortie, le constat est sans appel. Le box-office peut s'avérer cruel, et il est avec le dernier film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Le réalisateur de la cinquième adaptation en prise de vue réelle d'Astérix le Gaulois ne s'en cachait pas. Afin d'être considéré comme rentable, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu devait attirer pas moins de 6 millions de spectateurs en salle. Et le box-office semble peu enclin à répondre favorablement à sa requête. En effet, après 5 semaines d'exploitation auxquelles s'ajoutent toutes les avant-premières, le long métrage de et avec Guillaume Canet ne cumule que, entre guillemets, 44 354 000 entrées. Et malheureusement, ces résultats, dans l'absolu flatteur, ne suffisent pas pour rembourser un budget estimé à 65 millions d'euros, dont 60 millions sont partis dans la poche de Zlatan, je pense. C'est pas un flop, 6 millions, c'est pas mal, mais le film n'est pas rentable. Effectivement, bah voilà, c'est justement ça en fait, hein. Plus le film est conséquent, plus il faut faire des entrées, donc plus tu mets le pognon sur le marketing, mais malheureusement, ça n'a pas plu visiblement au grand public. Il faut surtout analyser la courbe descendante des entrées, un phénomène classique, mais qui ici prend des proportions alarmantes. Après avoir démarré pied au plancher avec 1 883 000 entrées lors de sa première semaine d'exploitation, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, n'atteint même pas le cap des 200 000 en fin de cinquième semaine, ce qui pourrait annoncer une fin prématurée en salle. C'est surtout Guillaume Canet qui doit voir d'un mauvais œil cette chute au box-office. Selon nos confrères du site L'Informé, le réalisateur pourrait toucher le jackpot, soit un bonus s'élevant à 1 million d'euros si et seulement si l'Empire du Milieu dépasse les 7 millions d'entrées, ce qui paraît peu probable en l'état actuel des choses. Pour rappel, il a déjà perçu 500 000 euros en tant qu'acteur et réal, ce qui est quand même pas mal. Moi, franchement, pour rembourser mon prêt étudiant ainsi que me louer un petit appartement à 10 mètres carrés sur Paris, ce serait pas de mal. 4,3 millions d'entrées pour c'est du coup pas celui qui a le moins marché, c'est Astérix et Sa Majesté qui a moins marché. Évidemment, quand tu vois un peu la gueule du film. Après, sur cette deuxième semaine d'exploit, il y avait Alibi.com 2 et justement, on va y venir, effectivement, et aussi, il était là en tant que scénariste. Pour rappel, les nombres d'entrées au box-office, on remarquera que voilà, il a fait un très bon démarrage la première semaine, un bon aussi, un peu moins, mais quand même la deuxième semaine. Et là, à partir de la troisième semaine, c'est parti littéralement en steak. Et alors là, la dernière semaine, c'est littéralement l'effondrement total, hein, seulement 190 000 entrées, c'est pas beaucoup. Donc, ce qui cumule un total de 4 353 927 millions d'entrées. Et semaine 85, il y avait certes Ant-Man 3, mais après, Ant-Man 3 n'est pas non plus un excellent Marvel, hein, on va pas se mentir. Et on va du coup enchaîner avec Alibi 2, Alibi.com 2, pardon,
Une autre comédie française est venue faire de l'ombre à Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, une petite semaine après sa sortie en salle, Alibi.com 2, réalisé par et avec Philippe Lachaud, qui a réalisé évidemment Babysitter, Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon. Super-héros malgré lui est parvenu à faire jeu égal avec le film de Guillaume Canet entre le 15 et le 22 février 2023, avant même de le dépasser d'une courte tête la semaine suivante. Ce qui est quand même pas mal. Il siphonne des spectateurs. Oui, ça je t'avoue. Je t'avoue, ça c'est vrai. Que ce soit auprès des professionnels ou du grand public, la nouvelle comédie de la bande à Fifi a reçu un accueil bien plus chaleureux. Si l'égard de notre critique est réduit entre Alibi.com 2 et Astérix Obélix l'Empire du Milieu, 3 pour Alibi.com 2 et 2,4 sur 5 pour Astérix Obélix, il est édifiant du côté des spectateurs avec respectivement 4 notes sur 5, 4 sur 5 pour Alibi.com 2 et 1,9 sur 5 pour Astérix et Obélix. Reste plus qu'à attendre encore quelques semaines pour connaître le grand vainqueur de ce duel à distance entre ces deux productions. Et voici du coup le nombre d'entrées sur le box-office de Alibi.com 2. Donc ce sera donc un peu plus de 3 millions d'entrées, ce qui est très bien pour un film de cette envergure. Je pense, hein, bien sûr, je ne suis pas encore un spécialiste de ce des nombres d'entrées, mais malheureusement, pour Guillaume Canet, on va dire, et pour la production, Pathé, etc., eh bien, le film Astérix et Obélix ne remplit pas les critères et surtout le nombre d'entrées. Voilà, l'objectif ne sera pas atteint. Avec un budget bien moindre, c'est victoire par chaos technique. Voilà, c'est à terre. On espère quand même qu'ils vont peut-être les faire un petit peu réfléchir en leur disant que c'est pas le casting qui fait le film. Voilà, c'est la technique, c'est la réal, c'est le scénario, la mise en scène et tout. C'est pas forcément parce que tu vois 50 acteurs que c'est forcément un bon film. On va enchaîner du coup avec, voilà, on va bien sûr en revenir le fameux feuilleton qui fait l'actualité depuis plus d'un an, le rachat de, Activision par Microsoft. Et alors là, c'est vraiment je sais pas comment le qualifier. PlayStation, ils sont en train de enfin Sony, PlayStation, ils sont en train de se mettre, les gens à dos. Ils sont en train de péter un câble. Je sais pas comment dire autrement. Voici les propos de Jim Ryan: «Je veux bloquer le rachat». Mais quid? Comment ça, mon ref? Grâce aux documents rendus publics par la Competition et Market Authority, la CMA du Royaume-Uni, le grand public a désormais de nouvelles informations concernant le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. La firme de Redmond aurait proposé un deal plus qu'intéressant à Sony, refusé par la firme japonaise. C'est le président de la filiale Interactive Entertainment, Jim Ryan, qui aurait expliqué pourquoi. C'est vrai que, Microsoft est quand même assez ouvert en disant: «Écoute poto, je rachète, tout ça avec le Call of Duty et compagnie et en échange, je te laisse quand même 10 ans, de promesses qu'il y aura pas d'exclusivité, sur mon Game Pass et sur ma console Xbox». Sony, il veut rien entendre. La fin du mois d'avril se rapproche, synonyme de date limite pour les instances régulatrices comme la FTC aux États-Unis et la CMA au Royaume-Uni, qui devront rendre leur verdict concernant l'acquisition d'Activision Blizzard King, ABK, par Microsoft. Un feuilleton qui s'est intensifié depuis la rentrée 2022 avec nombre d'audiences où plusieurs acteurs majeurs de l'industrie veulent défendre leur bout de grâce. C'est vrai que depuis la défense de Microsoft à Bruxelles, ça monte crescendo. Ces séances, permettent aussi d'accéder à de nombreux documents classés confidentiels à l'origine et d'en apprendre plus sur les coulisses de la plus grande acquisition de l'histoire du jeu vidéo. Pas plus tard qu'hier, c'est la CMA qui a mis à jour son document regroupant l'évolution de son enquête concernant la fusion avec ABK, un dossier riche en informations qui apprend au grand public que Sony a refusé l'un des meilleurs deals qu'il pouvait obtenir de Microsoft. Comment te faire monter la sauce, quoi? C'est Lulu Cheng, Meservey, qui est la vice-présidente des affaires générales et directrice générale de la communication chez ABK, quand même chez Activision. Donc, encore une fois, c'est pas Roger du PMU qui te transmet l'info, qui en a parlé sur Twitter. Alors, on va résumer ça très rapidement. Microsoft a proposé à Sony qui, on précise entre guillemets, a dominé le marché des consoles pendant plus d'une décennie avec 80 des parts du marché. Quand même, Sony a 80 des parts du marché. Donc Microsoft a proposé à Sony un accord de 10 ans à des conditions bien meilleures que celles de Sony obtiendrait de nous. Nous avons également offert à Sony un accès garanti à long terme à Call of Duty, mais il continue de refuser. Pourquoi? Pourquoi, Jim?
Mais alors pourquoi Sony Interactive Entertainment, notez mon anglais, continue de refuser cette acquisition? Selon l'entreprise japonaise, Microsoft n'a pas fait preuve de réelle volonté concernant les négociations et estime que malgré leurs propositions, cela ne compromet en rien l'éventuelle domination dans le secteur des jeux vidéo qui pourrait leur apporter cette acquisition. C'est une grosse connerie car, je le rappelle, Sony a 80% des parts du marché comparé à Xbox. D'où mon ref. D'où tu penses qu'ils vont quand même conquérir les parts du marché. Des déclarations que l'on peut apprendre toujours grâce aux documents de la CMA. Comme le sait la CMA, la CIE a fait part à Microsoft de ses préoccupations concernant la transaction il y a près d'un an. Durant cette période, Microsoft n'a pas fait preuve d'une réelle volonté de parvenir à un accord. Elle a traîné les pieds, ne s'est engagée que lorsqu'elle a senti que les perspectives réglementaires s'assombrissaient et a privilégié les négociations dans les médias plutôt que le dialogue avec la CIE. Au contraire, elle révèle le manque d'engagement de Microsoft à assurer un accès complet et égal à Call of Duty conforme le risque d'une solution complémentaire décrite dans les lignes directrices et renforce la conviction, blablabla, blablabla. Toutefois, le Liu Cheng met de l'huile sur le feu en rapportant les propos qu'aurait tenus Jim Ryan. Le président aurait déjà défendu sa cause auprès de la CMA en octobre dernier et était présent lors des audiences de février. Il aurait déclaré ne pas vouloir de nouveaux accords concernant la licence Call of Duty, mais souhaiterait juste le blocage de cette acquisition. Le mec, il fait blocus direct. Il a installé un mur, il n'est plus ouvert aux négociations. Il veut juste annuler le rachat. Voilà, il veut plus de compromis, voilà, de contrat, tout ça. Non, non, il veut juste bloquer, frérot. Des propos qu'il aurait tenus le 21 février, toujours rapportés par la directrice générale. Selon lui, je ne veux pas d'un nouvel accord sur Call of Duty, je ne veux pas d'un nouvel accord Call of Duty, je veux juste bloquer votre fusion. Il est dur en affaires, hein, Papa Jim. Des propos forts qui ne manquent pas de faire réagir la toile. Les partisans de Sony se joignent du côté de Jim Ryan en considérant que cette acquisition ne devrait jamais avoir lieu, tandis que d'autres ne comprennent pas la politique de la firme japonaise par rapport à ce deal. C'est vrai que Sony a rarement été ouvert à des collaborations. Je rappelle que, en ce qui concerne le crossplay, Sony était les derniers à faire, à s'être ouverts au crossplay, hein. Parce que quand on pouvait jouer à Fortnite sur Xbox, sur PC, sur mobile, sur Switch, eux, Sony, ils restaient de leur côté, hein. Ils sont ouverts, mais voilà, il a fallu du temps. Et je précise, par exemple, pour Genshin Impact, on peut lier ses comptes entre le PC, le mobile et la Xbox, One X, mais pas avec la PS4. Voilà, frère, je comprends plus rien. Moi, je ne recréais pas de compte Genshin sur Genshin Impact sur PS4. Je farm déjà trop sur PC. Une troisième partie est suffisamment interloquée pour remettre en cause la véracité des propos du président du CIE, même s'il faut convenir qu'il est difficile de remettre en cause le compte-rendu de Lulu Cheng Misery, tant cela serait risqué gros, mais d'ici la fin de ce feuilleton, tout peut encore arriver. Et là, on en vient juste au second truc, au second article concernant Sony et Microsoft. Ça va très loin parce que Sony est dans vraiment la paranoïa. Sony et Discord aussi, tiens, voilà, exactement, Sony et Discord, mais Sony, là, est en pleine paranoïa parce qu'il pense que si l'acquisition se fait, Microsoft pourrait saboter les versions PS5 de Call of Duty. Je vous le dis, ça va très loin, hein, ça va très loin. Là, vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est littéralement Sony. Loin d'avoir dévoilé tous ses secrets, la tentative d'ABK par Microsoft permet d'en apprendre plus sur les coulisses du plus grand deal de l'histoire du jeu vidéo. Un aperçu des dessous de l'industrie où Sony, opposé à ce deal, suggère que la firme de Redmond pourrait faire exprès de saboter la licence Call of Duty sur PlayStation si leur achat est signé. Bientôt, ils vont dire que si la Terre est plate, c'est à cause de Microsoft, hein. S'il y a des innovations, il y a la guerre en Ukraine, c'est parce que voilà, c'est Microsoft. Voilà, bref, outre la confiance de Microsoft à optimiser la licence Call of Duty sur Nintendo Switch, hein, on précise que les Call of Duty pourraient sortir sur Nintendo Switch. J'attends de voir le résultat. Mais aussi des propos chocs concernant le blocage de fusion dont on a évoqué juste avant. Dans la journée d'hier, ce sont les propos de Sony qui ont été rapportés. La firme japonaise déclare entre autres que ce rachat, qui pourrait entraîner une mainmise de Xbox sur la licence de jeux vidéo de tiers Call of Duty, peut déployer plusieurs stratégies visant à affaiblir la concurrence une fois le deal fait. Par exemple, l'augmentation des prix de Call of Duty sur PlayStation, la dégradation de la qualité des performances de Call of Duty sur PlayStation par rapport à la Xbox, dégrader Call of Duty pour ignorer les caractéristiques propres à la PlayStation, par exemple des meilleures vibrations haptiques à la manette, ou ne pas donner la priorité à l'investissement dans ces caractéristiques, restreindre, dégrader ou ne pas donner la priorité à l'investissement dans l'expérience multijoueur. Bullshit, mon frère. Là, ils veulent absolument bloquer ce rachat, ils savent plus quoi faire et ils sont en train d'inventer des théories du complot incroyables dignes des QAnon.
Je sais pas où ils veulent en venir, mais là, à un moment, voilà, j'étais d'accord avec Sony pour quelques petits trucs, mais là, franchement, ça va beaucoup trop loin, je pense, hein. Les gens, le chat, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais là, c'est tonton Patrick au repas de famille qui déblatère des conneries, hein. C'est pas possible. Ils en feraient appel à un vaudou pour interrompre ça, je serais même pas étonné, tu vois. La communauté de joueurs pourrait perdre confiance en PlayStation. Plus loin dans le document, on peut lire aussi que Sony suggère la difficulté de contrôler rapidement tout détournement en matière de qualité technique ou graphique, ainsi que le respect d'un tel engagement. Dans la foulée, la firme japonaise soumet l'idée que Microsoft pourrait volontairement saboter les versions PlayStation des prochains jeux de la licence Call of Duty. Quelque chose aurait pour but d'amener des joueurs à jouer sur des consoles Xbox. Alors que c'est bullshit, car après analyse et plusieurs exclus, enfin de plusieurs sorties de jeux et d'expériences, en fait, il semblerait que d'après les témoignages de développeurs, c'est plus facile de développer sur une PlayStation que sur une Xbox. Il faut les comprendre, ils ont perdu toutes leurs exclus, alors l'accès de Somme les fait faire nimp. Non mais, c'est pas con, c'est pas nous qui avons demandé la suite les exclus, hein. Ils ont encore God of War, ils ont encore plein d'exclus, ils ont encore Horizon, tout ça, mais c'est qu'une bonne chose de les sortir sur PC. C'est qu'une bonne chose, mais il faut peut-être les sortir, le jour même et pas un an après, en fait. C'est ça qu'il faut faire. S'ils veulent vraiment, conquérir des parts du marché à ce moment-là, bah, sortez l'abonnement PlayStation Plus sur PC. C'est une proposition, tu vois? Ça par contre parce que le temps des exclus est peut-être révolu et Sony, se met dans une espèce de vieille année, de vieille époque. Bah, peut-être que le moment est venu d'annuler toutes ces exclus et de laisser le choix aux joueurs de choisir leur propre console, leur propre plateforme et leurs propres exclus surtout. Par exemple, Microsoft pourrait sortir une version Call of Duty sur PlayStation où les bugs et les erreurs n'apparaissent qu'au dernier niveau du jeu ou après des mises à jour ultérieures. Ça part dans le délire total. Même si des telles dégradations pouvaient être rapidement détectées, les correctifs arriveraient probablement trop tard et la communauté des joueurs aurait alors perdu confiance en la PlayStation comme console de prédilection pour jouer à Call of Duty. Voilà, ça va très loin quand même, hein. Pour alourdir son propos, Sony s'appuie sur les chiffres liés au lancement record de Call of Duty Modern Warfare 2 en octobre dernier pour expliquer que la majorité des joueurs achètent leurs jeux à leur sortie et non plus tard. Si des jeux seraient alors de moins bonne qualité sur PlayStation, cela engendrerait, selon Sony, une migration des joueurs vers les consoles Xbox. Si la valeur des arguments soufflés par Sony devant la CMA est incertaine, il faudra attendre la fin du mois d'avril pour avoir connaissance du verdict final, même si certains gros régulateurs semblent avoir déjà fait leur choix, effectivement. On va enchaîner du coup sur une petite vidéo Twitter, vous n'êtes pas sans savoir. Je rappelle évidemment sur le contexte que, est-ce que vous vous rappelez de Avatar, le dernier maître de l'air? Voilà, l'excellente série animée par Nickelodeon qui ont fait vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envieux. Il semblerait qu'il y ait des gros projets, il y a 3 films qui vont arriver, dont plus une série en live action dans l'univers. Je suis absolument énorme fan, de ce dessin animé, de cet univers. Je trouve que Avatar, le dernier maître de l'air, est le plus grand dessin animé qu'on ait jamais fait, la plus grande série animée. Et donc là, une vidéo a été partagée sur, l'équipe de cascade, de Avatar, le dernier maître de l'air sur Netflix, hein. On précise que ce sera une série sur Netflix. Donc l'équipe, de cascade a partagé une petite vidéo. Je vous laisse regarder cette vidéo. Régie, je te laisse faire ta magie. Voilà, voilà. Alors là, je suis conquis.
Je vous rappelle qu'il y a eu un autre film, Avatar, sorti en 2009, appelé Le Dernier Maître de l'air, réalisé en plus par M. Night Shyamalan, qui renforce, la hauteur de ma déception quand j'ai vu ce film en 3D en plus et j'ai encore mal aux yeux. Les combats, c'était vraiment du gros caca, hein, parce que quand tu vois, les maîtres de la terre se mettre à 10 pour soulever un petit caillou, alors que là, pour le contexte, c'est la petite, la gamine, c'est Toph Beifong, la fripouille aveugle qui affronte plusieurs maîtres de la terre. Là, franchement, c'est du gros respect pour, l'œuvre originale, le dessin animé. C'est vraiment bien chorégraphié et franchement, ça me rassure un petit peu quand même en ce qui concerne les chorégraphies des combats. Alors, bien sûr, pour le côté VFX, je vous rappelle que c'est une démo technique, forcément, ça va pas ressembler à ça, mais au moins ça peut nous mettre une piste sur la direction que prend, la série Netflix Avatar, le dernier maître de l'air et franchement, moi, franchement, je ne vois absolument aucun inconvénient. Il y a rien à dire. Donc à voir lorsque, la série sortira. Allez, on va passer du côté, de lyonmac.com pour parler d'influenceurs, évidemment influenceurs. On va parler de Sophie Fantasy avec son mari. Si vous n'êtes pas au courant de qui est Sophie Fantasy, eh bien c'est la mère de Swan et Neo qui sont en prison. Voilà, ils ont été, mis en prison, je vais oui, bien sûr, excuse-moi, les parents évidemment, les parents de Swan et Neo, bien sûr, pas Swan et Neo évidemment, hein, et on rappelle qu'ils sont quand même, ils sont mineurs encore. Donc Sophie Fantasy et son mari sont en prison pour l'affaire Euro Challenge. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Le titre date du 6 mars quand même, donc c'est la semaine dernière. Donc ce lundi de la semaine dernière, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu son jugement. Sophie Fantasy et son mari ont été lourdement condamnés dans l'affaire Euro Challenge. La youtubeuse Gaëlle B, de son vrai nom, est célèbre pour mettre en scène sa vie de famille sur Internet avec ses enfants, star des réseaux Swan et Neo. Qui a écopé de 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende, soit plus de 3 ans et demi à passer derrière les barreaux. Je déteste Swan et Neo. Alors, non, je déteste pas les gamins, je déteste plutôt le contenu. Je trouve vraiment que mettre en avant les enfants comme ça et d'avoir une telle popularité à cet âge, pour moi, c'est pas sain. Pour moi, c'est pas sain et j'en veux de la responsabilité des parents de mettre en avant leurs gamins dans des vidéos YouTube. Surtout quand, maintenant, quand on sait dans quoi est lancée la mère, en fait. J'ai envie d'en balancer un gros chier, mais voilà, la mère en question me dégoûte de mettre autant en avant ses enfants. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'exploitation de mineurs, mais on est quand même pas loin. C'est nul aussi, merci beaucoup, je cool de ton témoignage. Voilà, c'est bien. Son mari, Grégory T, a écopé de la même condamnation conforme aux réquisitions formulées en décembre par l'avocat général. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est en fait que cette affaire d'Euro Challenge? Eh bien, Euro Challenge, c'était une agence matrimoniale qui a arnaqué quand même plus de 300 clients. C'est pas rien. Voici un petit peu la petite magouille d'Euro Challenge. Ces derniers payaient pour être mis, les clients d'ailleurs, les clients payaient Euro Challenge pour être mis en relation et pour rencontrer des femmes venues d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Ça pose les bases, hein. Ça pose les bases. Mais les femmes qui récupéraient à l'aéroport ne ressemblaient pas aux photos qui leur avaient été montrées et découvraient également que tout le séjour était à leur charge, contrairement aux promesses d'Eurochallenge. L'interprète, le logement, voire la dot à verser en cas de mariage, tout était à la charge du client, contrairement à ce que disait Eurochallenge. Et quand les clients tentaient de se retourner contre Eurochallenge, ils recevaient la visite d'un huissier, ce qui les dissuadait de continuer à réclamer leur dû. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros. Ah, quand même 2 millions d'euros d'arnaque. C'est pas rien, hein. Et donc Sophie Fantasy était directrice commerciale d'Eurochallenge, tandis que son mari était le fils de la fondatrice. Le couple aux millions de vues et abonnés avait cessé de poster des vidéos sur YouTube depuis plus de 2 mois. Dans leur dernière vidéo, on vous donne des nouvelles, je précise, hein, c'est le titre de la vidéo, publiée fin décembre, 2 semaines après le procès de Lyon. Ils promettent de livrer leur vérité et évoquent des problèmes de santé pour expliquer leur retrait des réseaux. Bah, c'est la tôle, hein. C'est la tôle évidemment. Ce qu'ils ont fait est absolument dégueulasse, donc moi je dis que c'est la tôle directe et quand même, ça rigole pas quand même parce que c'est, 5 ans de prison, dont
3 ans et demi derrière les barreaux, sans possibilité de réclusion, hein. Ça tape sévère. Et par contre, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent, j'en profiterai pour dire de vous demander évidemment de ne pas harceler Swan et Neo, évidemment. C'est déjà assez dur pour eux de se dire que leurs parents vont aller en tôle, en prison pendant 3 ans et demi. Ils ne vont pas voir leurs parents pendant 3 ans et demi. Ne les harcelez pas, bien sûr, parce que bah, c'est pas de leur faute. Ils n'y sont pour rien. Ça ne sert à rien de s'acharner contre eux. Au contraire, ça va encore plus les déprimer. Autant je n'aime pas leurs vidéos et leur contenu, autant ce n'est pas une raison pour les harceler, évidemment. On va passer du coup à la suite, à nouveau une mauvaise nouvelle. Là, franchement, c'est une nouvelle qui me déchire le cœur pour tous les fans, on va dire, hein. l'eShop Wii U et 3DS, c'est bientôt fini et Pokémon en prend à très, très gros coup parce que Pokémon pourquoi? Je vais vous expliquer. Il existe de très nombreuses applications Pokémon qui pourraient vous être bien utiles et qui disparaîtront très bientôt ou perdront en fonctionnalité et voici ce que vous devez savoir. Voilà, les eShops le 27 mars, voilà, à la fin de ce mois, le Nintendo eShop de Wii U et de 3DS vont fermer leurs portes définitivement. C'est une grande tristesse, parce qu'il y a plein d'applications téléchargeables, plein de contenus inédits sur 3DS et Wii U qui, du coup, ne seront plus disponibles, même qui ne sont pas disponibles sur Switch, hein, donc c'est perdu, c'est foutu, voilà, c'est plus rien. Et donc les principales victimes, du coup, ce sont les fans de Pokémon. Je vais vous dire pourquoi. Voici du coup toutes les applications. Quels jeux et applications disparaîtront en mars? C'est quand même Pokémon Rumble World, Pokémon Shuffle, Pokémon Picross, Bank et Badge Arcade. Évidemment, vous pouvez encore les télécharger avant le 27 mars, mais justement après le 27 mars, vous ne pourrez plus les télécharger. Donc, je vous conseille de faire ça très vite si vous avez envie de conserver vos données. Autant la Wii U, bon, mais la 3DS, je suis sûr qu'en vrai, il y a encore un gros parc. Oui, ça, on ne sait pas. Vous pourrez donc garder cette application aussi longtemps que vous le souhaitez une fois téléchargée et attention à ne pas les supprimer parce qu'après vous ne pourrez pas les retélécharger. Ce changement n'est pas forcément positif puisque beaucoup de jeux disparaîtront de la plateforme, mais il reste un point positif qui concerne la banque Pokémon. L'application Pokémon Bank n'a plus besoin d'abonnement. Eh ben c'est cool, hein. C'est cool parce qu'avant l'application, on devait payer 5 € par an pour transférer ses Pokémon d'une application à une autre. Bon, bah écoute, pourquoi pas, hein, mais donc après le 27 mars, un abonnement payant ne sera plus nécessaire, à condition, encore une fois, d'avoir bien téléchargé l'appli avant sa suppression. Donc je vais enchaîner, plus que Millennium est un petit peu hasardeux concernant les news, on va passer sur l'autre news qui succède sur JVC, qui précise quand même que 74% des jeux Pokémon auront disparu avec la disparition de l'eShop 3DS. C'est énorme. Les années passent et les jeux vidéo ne restent pas forcément, en témoigne la décision de Nintendo l'année dernière de rendre impossible les achats du jeu 3DS et Wii U sur sa boutique numérique. Dans la foulée des annonces de Pokémon Present, c'est plusieurs jeux qui sera plus difficile de récupérer dans les années à venir. 30 jeux vont disparaître, 30 jeux Pokémon disparaissent. Il est impossible de le récupérer. Bien qu'elle fasse partie des licences les plus lucratives au monde, la franchise Pokémon ne voit pas très loin en ce qui concerne ses jeux vidéo. Rendez-vous de l'année pour les fans de Pokémon. Bien sûr, on va faire un petit point sur le Pokémon Present que je n'ai pas évoqué. Rendez-vous de l'année pour les fans de Pokémon pour célébrer l'anniversaire de la franchise. Le Pokémon Present ne leur a pas offert de nombreux cadeaux sous la forme de nouveaux titres. Je traduis, c'était de la grosse merde. Le Pokémon Present n'a présenté que des applications mobiles. Voilà. Pokémon Sleep, voilà, une application pour gérer son temps de sommeil avec un ronflex. Voilà, 30 jeux et puis on a ça à la place. Et bien sûr, les 2 DLC annoncés qui ont servi de lot de consolation à des joueurs qui espéraient un remake de la 5e génération de Pokémon Noir et Blanc, voire un nouvel épisode de la série Legend Pokémon, comme Pokémon Arceus. Voilà, on a seulement eu 2 putains de DLC pour Pokémon Écarlate et Violet. Je vous garantis que ça a gueulé, hein, ça a bien gueulé. C'est limite du foutage de gueule, je pense, hein, de la part de Pokémon. On nous sert un jeu qui n'est pas fini, pas opti, qui est certes bon, mais qui est moche à en crever. Et pas d'excuses sur tout ça. Aucune mise à jour qui améliore le rendu. Et on te sert quand même de DLC parce que bon, faut bien quand même ramener du pognon, hein. À l'inverse, ce sont quasiment 75% des jeux de la franchise, y compris titres dérivés, qui disparaissent dans moins d'un mois. Voilà, vous avez l'image affichée juste ici.
Pokémon est l'une des plus grandes franchises de jeux vidéo, mais saviez-vous qu'une fois que Nintendo aura fermé les eShop 3DS et Wii U le mois prochain, 74 de tous les jeux Pokémon sortis aux États-Unis ne seront plus disponibles dans le commerce, quelque forme que ce soit. Voilà, vous avez du coup les bientôt retirés, les indisponibles déjà, et seulement 25 sont seulement disponibles. Ce qui est un coup dur pour la préservation du jeu vidéo. Parmi les jeux qui disparaissent, de nombreux titres Pokémon à la notoriété mondiale vont disparaître. C'est bien sûr le cas de Pokémon Rouge et Bleu qui n'est pas disponible sur Switch, en tout cas pas encore. Pokémon Crystal ou encore les remakes de Ruby et Saphir. On rappelle voilà, que c'est disponible sur 3DS, vous ne pourrez plus les télécharger et les acheter sur l'eShop. Vous devrez les acheter directement en magasin, et pour récupérer ces jeux en magasin, bon courage, hein. J'ai été voir, moi, juste à Cash Express, voir à combien ce remake de Ruby et Saphir. Ils sont encore disponibles au prix de 45 €, hein, ça pèse, hein. Par conséquent, seules la quatrième, la huitième et la neuvième génération seront accessibles à partir du 27 mars. Si on peut s'attendre à l'arrivée de certains titres sur Nintendo Switch Online, comme les premières générations de Pokémon, parce que oui, je rappelle quand même que maintenant, il y a le catalogue Game Boy qui sort sur le Nintendo Switch Online. Mais bon, il n'y a pas encore les Pokémon, ça devrait arriver. Mais pour l'instant, bah, il y a S. C'est la S. Si on peut s'en arriver sur un titre sur Pokémon Switch Online que les premières générations de Pokémon, difficile d'imaginer pour le moment une réédition des titres 3DS, tant les différences avec la Nintendo Switch sont nombreuses. La préservation de ces jeux est donc très engagée, puisque aucun plan officiel la concernant n'a été dévoilé par Nintendo. Lors de l'annonce de la fermeture des services liés à la Nintendo 3DS et la Wii U, cette décision avait provoqué la colère de la Foundation pour le patrimoine du jeu vidéo. C'est vrai qu'on pointe très souvent du doigt Nintendo comme quoi ils ne conservent pas leurs jeux. C'est une absence totale de conservation du jeu vidéo. C'est limite, je crois même qu'il y a une plainte quand même pour ça. Comment les joueurs pourront-ils jouer à ces jeux dans le futur? Ne pas fournir d'accès commercial est une décision qui ne peut se comprendre, mais empêcher le travail institutionnel qui est de préserver ces titres est destructeur envers le patrimoine du jeu vidéo. C'est exactement ça. Je rappelle quand même que les remakes de Ruby Saphir sont sortis bah, il y a moins de 10 ans en fait. Et ils ne sont déjà plus disponibles. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors à ce moment-là, il faudrait ramener les titres 3DS sur la Switch. Mais en tout cas, les gars, Nintendo, il faut faire absolument quelque chose. On va parler un petit peu de Hogwarts Legacy. Vous n'êtes pas sans savoir que Hogwarts Legacy est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series X. Il sortira plus tard sur PS4, Xbox One et aussi sur Switch. Encore une fois, j'ai hâte de voir le rendu, mais malheureusement, pour ceux qui attendent le jeu sur PS4 et Xbox One, bah, c'est pas encore pour tout de suite, puisque le jeu a été encore une fois repoussé. La technologie de ces machines a plus de 10 ans d'âge, hein, on parle bien sûr de la PS4, j'accélère un petit peu, et on vous laisse imaginer le défi que peut représenter une telle adaptation. C'est vrai que le jeu est quand même très lourd, hein, il est bien chargé de magie partout. Il en est de même pour la Nintendo Switch qui, malgré toutes ses qualités, n'embarque pas la puissance des consoles actuelles de Sony et Microsoft. Je pense que les mecs ont dû quand même voir le cas de Cyberpunk 2077 et ils se sont dit, bon, on va pas faire comme Cyberpunk, hein, s'il faut repousser le jeu, on le repousse. Il sera en retard peut-être, mais au moins il sortira dans un endroit convenable. Parce que optimiser tout ça, c'est quand même un sacré foutoir. Donc la version old gen d'Hogwarts Legacy était initialement prévue pour le 10 février, sur le même jour, donc en fin d'année de 2022. Avalanche Software a décidé d'annoncer le report du jeu pour le 4 avril, mais maintenant c'est un nouveau report puisqu'il faudra attendre le 5 mai, soit un mois de plus pour que Hogwarts Legacy sorte sur PS4 et Xbox One. On rappelle que la version Nintendo Switch, quant à elle, est toujours prévue pour le 25 juillet. Encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir cette version Switch parce que là, franchement, je sens qu'il y aura des sacrifices graphiques. Pas que je me moque de la Switch, c'est juste que bah, j'ai un peu de mal à voir bah, ce jeu, enfin Hogwarts Legacy sur Switch quand même, hein, parce que quand on voit déjà, certes, The Witcher 3 avec tous les DLC ont réussi à tenir sur une cartouche et à sortir sur Switch, c'est un énorme exploit. Mais The Witcher 3 date de 2015. Là, on parle quand même d'un jeu qui date de 2023 et qui sort dans la même année. J'ai hâte de voir le rendu. On se souvient toutes et tous du naufrage de Cyberpunk 2077 sur ces machines et on imagine que le studio, qui connaît la dureté de la communauté gaming, ne veut pas se retrouver dans la même situation. C'est sûr que tu n'as pas forcément envie de rembourser un jeu qui a été tellement hype. Mais du moment que l'expérience globale reste agréable, c'est bien là le principal, évidemment. On enchaîne avec, est-ce que vous vous rappelez du coup, mesdames et messieurs, pour Ginity? Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé de Ginity.
Je rappelle un peu le contexte, Ginity, c'est la fameuse youtubeuse qui a voulu faire un live IRL dans le pays qui a gagné la coupe du monde, à savoir l'Argentine et qui s'est fait chourer son portable, de streaming. Voilà, elle a pas eu voilà, c'est un peu dommage. Mais du coup, elle s'est rendue ensuite au Chili et elle s'est à nouveau fait chourer son portable, par un motard. Et donc là, bah, on va reparler d'elle puisque Ginity, maintenant, en live, est tombée dans un trou, en plein live. Voilà, elle était en là, je crois qu'elle était encore à nouveau en Argentine. Excusez-moi, j'ai perdu le pays, là, je n'ai plus en tête, mais voilà, elle se met à marcher dans la rue, vidéo à l'appui. Vas-y, je te laisse, le tease, mettre la vidéo. Je vais parler pendant le We live, got donc banana voilà, je te laisse now. We're ah gonna voilà, elle est en get train de marcher, elle est en train de parler à ses Gotta viewers, go donc là, to son a chat, tu vois pas où elle marche et tout d'un coup, voilà, elle tombe dans un trou en plein milieu, son chat est mort de rire, enfin, ça s'inquiète un peu pour elle quand même parce que bon, là, elle va remontrer à la fin quand même le trou dans lequel elle est tombée. Attendez un petit peu, voilà, elle est en train de remettre un petit peu de ses émotions parce que quand on voit le trou, on peut comprendre qu'elle a eu quand même une belle frayeur. Attendez, hop. Ça dure 44 secondes. Voilà, la revoilà. Hop. Et voici la gueule du trou. Voilà, elle est tombée là-dedans. Elle n'a pas remarqué. Voilà, tu marches de nuit, tu lis ton chat, voilà, ça aurait pu, mal finir parce que ça aurait très bien pu être une plaque d'égout, pas rebouchée, pas remise, hein, qui ça aurait pu un peu plus mal finir. Donc, attention, si vous faites des lives IRL, attention, à où vous marchez parce que voilà, vous pouvez vous pouvez tomber sur quelque chose, comme ça, en fait. Voilà. On va enchaîner du coup avec, encore une influenceuse, on va parler de la queen de Twitch, Amourante, une nouvelle fois menacée et pas par n'importe qui, par son harceleur, son fameux harceleur parce que oui, elle a un harceleur attitré. Elle a son petit bébou, il fait les 100 pas devant ma porte. La déclaration de Amourante qui est une nouvelle fois harcelée par son harceleur. Pourquoi est-ce qu'on dit son harceleur? Parce que, ce n'est pas marqué dans l'article, mais je vais rappeler un petit peu ce que c'est. Ce harceleur a été, repéré depuis, l'année dernière, je crois, ou même il y a 2 ans. Ce harceleur est un mec qui vient d'Europe de l'Est, qui streamait qui se filmait lui, en train de regarder les streams de Amourante. Déjà, on part sur un truc assez, incroyable. Ce n'est plus un secret pour personne, Amourante est aujourd'hui l'une des plus célèbres streameuses du monde. Cela implique d'être suivie par des milliers de fans qui parfois vont beaucoup trop loin au point de devenir des harceleurs. Alors une seconde, je regarde juste, si, voilà, oui, oui, ils en parlent, ils en parlent, je m'en rappelle plus. Le succès de certains streamers peut créer des situations extrêmement délicates, voire dangereuses. De par sa célébrité fulgurante, Amourante est une cible de choix pour ses admirateurs, qui sont parfois plutôt des stalkers. Déjà ciblée par des fans lors de la TwitchCon 2022, elle a dû s'isoler pour sa sécurité. Voilà, déjà on en est là. Cela fait plusieurs mois qu'un Estonien, voilà, c'est un Estonien, tente de pénétrer dans le domicile de Amourante. En 2022 déjà, il avait été arrêté à la porte de la streameuse dans un élan fou de romantisme afin de la rencontrer. Ils en parlent pas, mais le mec a renoncé à sa vie pour la voir. C'est-à-dire, il a tout vendu. Le mec a quitté son travail, ses amis, sa famille, il a vendu, heu, tous ses biens, donc son appartement, sa voiture, pour partir en Amérique et retrouver Amourante. Il a, pris un hôtel pour, juste en face d'elle. Tu m'étonnes que Amourante, enfin Caitlyn, de son nom Caitlyn, elle est flippée. J'aurais peur aussi, hein, voilà. Du coup, la police l'a arrêté, mais vu qu'aux yeux de la loi, il n'a, rien fait de mal, en fait. Il a rien fait de mal, il a peut-être harcelé, mais il ne l'a pas tapé, il n'a pas menacé de mort. Aux yeux de la loi, enfin, ils ont dû le relâcher à un moment donné. Malgré une restriction envers sa cible, parce que oui, il a quand même été condamné à, une préjudice de éloignement. On l'a de nouveau retrouvé à rôder autour de la maison de la future boxeuse, parce que oui, elle s'est mise à la boxe, alors qu'elle était, à sa conférence de presse. En effet, sa vidéosurveillance a pris en photo le stalker, heu, avec, un portable avec un sticker à la main. Cette fois-ci, il ne s'est pas contenté de trouver un moyen d'entrer, mais a également laissé un paquet et une clé devant la porte de sa maison. Prévenu par son équipe de la tentative d'intrusion, Amorant a de nouveau référé à la police et a partagé ses mésaventures sur Twitter. Est-ce qu'on a l'image, le tease?
D'accord. Ah si, le voilà. Voilà du coup, la photo, prise, par la maison de la mourante. Un cadeau et surtout des problèmes, les caméras de sécurité de la résidence de la streameuse montrent bien la tentative d'effraction. Malgré une nouvelle plainte chez la police pour non-respect du mandat de restriction, l'affaire reste pourtant sans suite. Un mourant a dit: «Il a essayé de s'infiltrer par derrière dans une maison d'un membre de mon équipe, mais la porte était restée fermée. La porte était fermée. Il est reparti pour revenir 4 heures plus tard en laissant cette fois-ci un colis et une clé devant ma porte. Elle n'a pas cherché à ouvrir le paquet et à dévoiler ne pas savoir ce que l'on pouvait ouvrir cette mystérieuse clé. La star de Twitch et de OnlyFans s'est montrée inquiète quant à ses multiples tentatives d'effraction et de harcèlement. Devra-t-elle aller jusqu'à engager des gardes pour assurer la sécurité chez elle? Autant engager des gardes pour les conventions quand on a 9 millions d'abonnés sur Twitch, et ce sera bientôt le cas pour GoStream, c'est quand même balèze, mais prendre des gardes du corps pour chez elle, là quand même c'est chaud là. Là c'est chaud. Rien d'impossible pour un mourant qui cumule le succès et la célébrité, ce qui pourrait potentiellement ne faire qu'accroître son nombre de harceleurs. Malgré de nombreux messages de soutien de la part de sa communauté et d'autres streameuses notamment, elle reste anxieuse vis-à-vis de ces situations menaçantes qui sont souvent classées sans suite. Et oui, c'est bien ça malheureusement le côté négatif de la loi. Bah, les mecs, tant qu'ils font rien, ils ne peuvent pas être condamnés. Enfin, ils peuvent être condamnés pour des faits minimes, mais pas de quoi les envoyer en tôle. C'est ça qui est juste bah, dommage en fait. C'est très dommage. Il y a un moment, il va quand même falloir, les mecs, qu'on leur fait une grande baffe, qu'on les réveille un petit peu en disant: «Non, espèce de tu n'es pas l'amoureux de la mourante, tu es un simp. Rentre chez toi». On va attaquer du coup, on va parler un petit peu des hackers. Ça, c'est bien les hackers, mais des hackers, qu'on parle des hackers, c'est bien, mais on va parler de hackers qui se font, gauler et humilier. Ça, c'est encore mieux. Ça, j'aime bien. 40 000 joueurs bannis d'un coup grâce à une idée de génie de Valve. Aucun jeu compétitif n'y échappe et les studios font tout pour qu'elle ne ruine pas l'expérience des joueurs. On parle bien évidemment de la triche qui peut très vite détourner les joueurs d'un jeu compétitif. Plusieurs stratégies ont été mises en place pour trouver et bannir les tricheurs, pardon, mais la récente idée de Steam s'est montrée très efficace. Donc Apex Legends, Call of Duty, voilà, Rocket League, tous les plus gros jeux en vogue qui sont jeux service sont énormément envahis par les tricheurs, on les combat, tout ça, sans rien citer, mais n'oublions pas évidemment Dota 2, le MOBA développé et édité par Valve sur Steam, très structuré, la scène compétitive est soutenue par des centaines de milliers de joueurs, avec Dota 2 est le troisième jeu le plus joué sur Steam. C'est pas rien. Et donc, il est essentiel pour les équipes du jeu de poursuivre la lutte contre les tricheurs. Chez Activision, ils gardent les joueurs sur les serveurs en leur privant de diverses fonctionnalités. En gros, quand un tricheur est repéré chez Activision, ils le balancent sur un autre serveur qui est aussi rempli de tricheurs. Donc, les tricheurs restent entre eux, ce qui n'est pas mal. Voilà, ils restent sur un serveur dédié. Mais là, dernièrement, il y a 40 000 comptes qui ont récemment été bannis des serveurs d'un coup ou presque, et ce, sans faux positif. En effet, Valve a intégré une nouvelle section de données dont les lignes ne peuvent être lues que par des logiciels de triche. Autrement dit, ces lignes sont totalement invisibles pour des gens comme vous et moi et ont pris les tricheurs par surprise. Voilà, donc quand les tricheurs voient des données qu'ils ne sont pas censés voir, l'équipe conclut que du coup, bah, si tu vois ces données, bah, t'es un tricheur, donc du coup, t'es banni. Et ils ont réussi à repérer 40 000 comptes comme ça, c'est pas rien. Aujourd'hui, 40 000 comptes ont fait l'objet d'un bannissement définitif après avoir utilisé un logiciel de triche dans Dota au cours de ces dernières semaines. Pardon. Le logiciel permettait d'accéder à des informations normalement destinées à une utilisation interne par le client Dota. Les personnes concernées exploitaient ces informations d'habitude invisibles pour obtenir un avantage considérable en jeu. En plus de résoudre les problèmes sous-jacents qui ont rendu l'utilisation de telles méthodes possible, nous avons entrepris d'exclure ces individus malveillants de la communauté Dota. Bref, ce correctif contenait un leurre pour attraper les individus malveillants. Une section de données a été ajoutée aux clients du jeu, celles-ci ne pouvant être lues que par des logiciels de triche. Chacun des comptes bannis aujourd'hui a lu cette zone secrète du jeu, ce qui nous permet d'affirmer avec grande certitude que chaque bannissement est entièrement justifié. Bon, après, JVC parle de lutter contre la triche, une quête sans fin. Pour rappel, Dota 2 est l'un des 3 jeux les plus joués sur Steam dans le monde, avec une moyenne de 402 000 joueurs connectés simultanément pour un pic récent à plus de 680 000 joueurs. Mais le MOBA ne semble pas s'essouffler. Tant mieux pour eux.
tant mieux pour eux. Et du coup, on va enchaîner sur la suite directement encore par les tricheurs, puisque un autre jeu a banni et surtout affiché 5000 tricheurs qui ont été affichés par les devs. Et c'est une technique qui a un petit peu divisé les joueurs. Mauvaise ou bonne nouvelle pour celles ou ceux qui pensaient pouvoir tricher dans Escape from Tarkov, en toute impunité, les développeurs ont décidé de les afficher publiquement. Cette façon d'agir divise néanmoins les joueurs. Alors, je rappelle un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas Escape from Tarkov. C'est un jeu qui se veut le plus réaliste possible, hein. On va dire que la moindre erreur vous est fatale. Contrairement à des jeux comme Apex, Call of Duty, Overwatch, tout ça, vous prenez un coup, bah, vous avez des dégâts, tout ça. Là, vous prenez un coup, vous êtes mort. Et surtout, le jeu est très, très punitif, très, très difficile. Chaque, balle compte. Si votre arme est enrayée, vous êtes, voilà, elle est vraiment enrayée, elle ne peut pas tirer. Il faut en tenir l'âme, les munitions, les rations, parce que c'est aussi un jeu de survie. Voilà, c'est un jeu très, très, très poussé. Et donc évidemment, quand vous vous faites tuer par un tricheur dans ce genre de jeu, bah, la frustration n'est que évidemment plus grande. Donc au vu de sa difficulté, le titre de Battlestate Game doit bien souvent faire face à des cheaters, mais les développeurs ne l'entendent pas de cette oreille et n'hésitent pas, en plus du ban, à afficher ces derniers. Voilà, non seulement ils bannent les gens, mais en plus ils les humilient. Et ça va même bien plus loin parce que ils les insultent. Voilà. À l'heure actuelle, ce sont plus de 5000 nouveaux cheaters qui ont vu les portes d'Escape from Tarkov se fermer. Mais cette fois-ci, les développeurs sont allés plus loin dans leur façon de faire. En effet, le studio a décidé de publier la liste entière de tous les pseudos des tricheurs. Vous pourrez aller voir sur le compte Twitter officiel de Escape from Tarkov. Ils ont publié un doc Google où ils affichent tous les cheaters. Enfin, 2000, plus de 2000 cheaters d'après eux. Voilà. Donc vous avez juste à aller sur ça et puis vous avez le compte voilà, les pseudos d'absolument tous les cheaters. Donc naturellement, la liste est assez longue puisqu'elle remonte à l'année 2019 et ne cesse de se mettre à jour au fil des semaines et des mois. Et si cette initiative partait d'un bon sentiment, du moins pour les développeurs, certains jours n'ont pas trouvé cette façon d'agir très correcte. Moi, je dirais que oui quand même, parce que bon, il y a un moment, ça va bien quoi. Le mec, il triche, il est ban, il a juste à recréer un compte, et puis voilà quoi, il revient. Enfin, il y a un moment, quand les mecs ne comprennent pas, va falloir un petit peu. Ouais, moi, je suis plutôt du genre, tu peux tricher, enfin, tu peux tricher dans un jeu, voilà, mais tant que ça ne gêne pas les autres. En gros, quand c'est un jeu multijoueur, non, tu triches pas. Par contre, si c'est un jeu solo, comme je sais pas, allez, God of War, voilà, bon allez vas-y, parce que tu caches ta propre expérience, pas celle des autres, donc ça va. Et en effet, suite à la publication de ce que nous pourrions qualifier de liste de la honte, il semblerait que les développeurs se soient lâchés en les insultant de bâtards et de rebuts de l'humanité. C'est violent quand même, hein. Naturellement, les voix se sont élevées sur Twitter et certains utilisateurs n'ont pas hésité à dénoncer la pratique de Battlestate. Ainsi, nous pouvons lire par exemple qu'il s'agit d'une méthode très peu orthodoxe, mais les cheaters sur EFT, Escape from Tarkov, c'est pas juste des gens qui trouvent le jeu trop dur, c'est aussi beaucoup d'escrocs qui font du blick sur leur pratique. Parce que oui, voilà, tu peux aussi faire des achats in-game, hein. Voici donc du coup le Twitter. Les devs d'Escape from Tarkov publient les pseudos de environ 5000 tricheurs, bannis récemment, les insultants de bâtards et de rebut d'humanité dans un communiqué. C'est pas la première fois qu'ils publient les pseudos des bannis, par contre, les insultes, c'est une première. Est-ce que est-ce que ça va inciter les autres développeurs à insulter aussi? On verra, hein. En attendant, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, pour les insultes, peut-être que ça va un petit peu loin, effectivement. Petite, aparté en parlant de Diablo 4, et oui, 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 bah, Diablo 4, une bêta va arriver et c'est le 17 mars, à savoir, bah, vendredi prochain. Voilà. L'early access de l'open beta de Diablo 4 démarre le 17 mars prochain. Tous les joueurs ayant précommandé le jeu vont pouvoir l'essayer durant un week-end. Le contenu disponible est assez massif avec un acte et un gros world boss à tuer en groupe. Je suis vraiment inquiet pour ce qui est de Diablo 4, hein. Quand on voit déjà que dès que tu précommandes le jeu, tu n'as pas accès au jeu. Enfin, voilà, déjà, hein, il faut précommander le jeu et pas l'édition collector parce que l'édition collector, tu n'as pas le jeu. Bref, cette bêta est réservée aux joueurs ayant précommandé Diablo 4, peu importe la version, et aux heureux détenteurs d'un code d'accès fourni d'une façon ou l'autre par Blizzard. L'accès anticipé à la bêta ouverte démarrera le 17 mars à 17h et se terminera le 20 mars à
20 h. Elle est disponible sur toutes les plateformes et il est possible de jouer en coopératif, voire en coach coop sur console. Vous pouvez consulter les configurations requises sur PC, bon ça c'est bon. Et on rappelle quand même qu'il y aura aussi une bêta ouverte pour ceux qui n'ont pas accès à la bêta. Pour rappel, pour rappel juste avant, la bêta comprend l'intégralité de l'acte 1, une région, l'épée brisée et 4 classes jouables, le sorcier, le voleur et le barbare. Et donc il y aura une véritable bêta ouverte cette fois pour tout le monde le 24 mars à 17 h et prendra fin le 27 mars à 21 h. Réservez vos dates. Les 5 classes seront alors disponibles, il n'y aura pas de regret à avoir, même si vous avez moins de temps pour tout tester. Je précise évidemment qu'une fois que la bêta sera terminée, toute votre sauvegarde sera partie, hein. Voilà, tout le monde partira du bon pied lorsque le jeu sortira, je le précise, le 6 juin. Voilà, on va pas s'attarder de plus sur les news parce que ça fait juste répétition sur ce qu'on sait déjà. On va parler maintenant de Stranger Things. Stranger Things et Twitch. Vous allez me dire, mais c'est quoi le putain de rapport, Folso? Eh bien, une actrice de Stranger Things a dit qu'avec le streaming, je choisis mes fréquentations. C'est une phrase qui dit que l'actrice change de carrière suite à des mauvaises expériences sur la série. Cette actrice de la série à succès Stranger Things a décidé de renouer avec ses premiers amours, les jeux vidéo et le streaming. Après avoir été harcelée sexuellement, la jeune femme a en effet décidé de faire une pause dans sa carrière d'actrice pour se concentrer sur sa passion. Certainement l'une des séries les plus suivies du monde, Stranger Things ne cesse de déchaîner les passions. Notamment grâce à sa réal, évidemment, ce casting 3 étoiles, on le sait, mais aussi l'une des actrices a décidé de faire une pause dans sa carrière suite à une triste histoire d'harcèlement sexuel. C'est beau. Il s'agit de Grace Van Dien, alias Chrissy Cunningham, je crois, dans la série. Donc elle fait une pause. Voilà. Coucou Ita, comment ça va? Grace Van Dien a marqué les téléspectateurs. Elle a joué que dans un seul épisode, mais bon, écoute, c'est très bien. Mais malheureusement, suite à une sombre histoire d'harcèlement sexuel, la jeune femme a en effet annoncé sur sur sa chaîne Twitch vouloir faire une pause dans sa carrière. Répondant sur le pseudo de Bluefy, pardon, Grace Van Dien a expliqué que lors de l'un de ses derniers tournages, la jeune femme a été victime d'harcèlement de la part d'un producteur sur le plateau. Ah, ça me fout un peu les boules, hein, quand même, hein. Et sur le plateau, et comme on peut malheureusement l'imaginer, cette expérience a été traumatisante pour elle. De ce fait, elle a décidé de tout arrêter pour le moment et de s'occuper de sa passion première, les jeux vidéo. Et de cette façon, elle n'a plus à subir ce dernier. Elle dit: «Sur l'un des derniers films sur lesquels j'ai travaillé, l'un des producteurs m'a demandé de 3 petits points. En fait, il a envoyé une fille avec qui il couchait pour me demander si je voulais faire un plan à 3 avec eux. Le monde du cinéma, c'est mon boss. Je ne l'ai pas fait et j'ai pleuré». Tu m'étonnes. J'étais tellement bouleversé, n'hésitez pas à réagir évidemment les gens, à réagir sur le chat. J'étais tellement bouleversé, alors les gens qui me demandaient: «Mais en quoi le streaming serait meilleur pour ta santé mentale?» Voilà pourquoi. Je peux rester chez moi, jouer à des jeux et je n'ai pas mon patron qui me demande de coucher avec lui. Ce qui est un bon argument parce que jusque-là, je témoigne, Luckyz n'a jamais demandé à ce que je couche avec lui, donc ça peut aller, hein. Suite à cette décision, Grace Van Dien a d'ores et déjà refusé 4 propositions de films et si certaines personnes du milieu lui en veulent à ses refus, cela ne la dérange pas et fort heureusement. Je ne comprends pas en fait ce genre de milieu. Certaines personnes lui en veulent, comment est-ce que les personnes peuvent lui en vouloir? Quoi, t'as pas couché avec ton boss? Non mais franchement, c'est quoi ce bordel? Bah oui, hein, forcément, mais c'est normal, hein. La jeune femme a une carrière de streameuse, du moins pour le moment, et de cette façon, elle pourra décider d'absolument tous les détails. Comme elle indiquait, elle va pouvoir décider de ses propres projets et elle espère trouver un certain financement pour avancer et avoir son propre plateau sans forcer qui que ce soit à coucher avec elle. Si nous lui souhaitons de réussir dans ce milieu, bon, évidemment, on lui souhaite également de la part de Ghostring de réussir dans ce milieu parce que elle revient quand même de très loin. Certaines de ses connaissances s'inquiètent quant à ce choix et c'est le cas de Joseph Quinn qui n'a pas hésité lors d'une session de questions-réponses à déclarer: «J'en ai parlé avec elle. Internet est un endroit très impitoyable. C'est un endroit où les gens peuvent montrer beaucoup de soutien ou se rassembler autour de la haine et de la désinformation». Ah oui, mais bon, quand tu ressors d'une proposition de plan A3 juste pour avoir des rôles dans un film, faut se questionner un petit peu en fait. Si tu trouves que internet c'est mieux par rapport à ça, bah oui. Oui, parce qu'au moins tu peux avoir du soutien, hein. Vous savez de quoi on va passer à l'article suivant. Est-ce que vous savez ce qui manque un peu sur Ghost Stream? Du Valorant.
Et on va parler encore de Valorant, un petite dédicace à Eria, et compagnie, à tous ceux qui jouent à Valorant, puisqu'un MMO serait en préparation dans l'univers de Valorant. On le laissait depuis un moment, de nombreux jeux sont en préparation du côté de chez Riot Games. Si l'arrivée d'un MMO dans l'univers de League of Legends, parce que oui, il y a aussi un MMO dans l'univers de League of Legends qui sera en préparation, le studio pourrait bien travailler sur un second titre du même genre, mais dans l'univers de Valorant. Je Voilà, c'est quand même un très, très gros projet. Voilà, on rappelle que pour célébrer les 10 ans de League of Legends, Riot Games a annoncé de très nombreux titres. C'était en 2018, je crois, ou en 2019. Et du coup, depuis 3 ans, on a eu plusieurs jeux, dont Valorant, qui est du coup un CSGO-like. Et du coup, ce n'est pas un, mais 2 MMO en préparation chez Riot. Selon le youtubeur Big Bad Bear, bien connu dans le milieu du League of Legends pour avoir accès à des informations en avance, informations qui se révèlent bien souvent exactes. Tiens, il y a une cédille à la place du A. Je vais les défoncer. Riot Games travaillerait sur un MMO dans l'univers de Valorant dont le code serait Projet T. Quant aux compétences requises, elles nous permettent de déterminer de quel type de jeu il s'agira, connaissance approfondie des systèmes de progression de longue durée sous plusieurs angles, MMO, FPS, gna. Il est donc facile de s'imaginer qu'il s'agit d'un MMO FPS comme Destiny 2 ou Warframe qui, en toute logique, pourrait s'inscrire dans l'univers de Valorant. Sachant que Valorant, quand même, c'est un jeu à CSGO, donc je vois mal le jeu comme un Destiny ou un Warframe. Mais après, moi, ça me ferait plaisir parce que franchement, le gameplay de Valorant, ça me rebute. J'aime beaucoup la direction artistique, mais malheureusement, le gameplay me rebute parce que je trouve ça très mou en fait. Histoire d'en rajouter une couche, Big Bad Bear annonce que l'ancien concepteur de Valorant, Joe Ziegler, a intégré les équipes de recherche et développement il y a quelques années et avait annoncé: pour ma part, je vais commencer à travailler sur quelque chose de nouveau dans l'espoir que nous puissions effleurer l'impact incroyable que Valorant a eu jusqu'à présent. Ce qui sous-entend que l'univers du FPS de Riot pourrait se développer dans d'autres titres. Gros projet. Alors, ça sortira quand? Bah, on sait pas, poto, parce qu'un MMO, c'est un putain de casse-tête à faire. Ah, est-ce que tu peux augmenter le volume de ton micro pour mieux t'écouter? Alors, c'est pas moi, c'est la régie. Est-ce que la régie peut augmenter mon volume de micro, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Donc, on rappelle quand même que le studio a un planning extrêmement chargé, qu'un MMO, c'est un des plus gros projets, un des projets les plus durs à faire pour un jeu vidéo avec les RPG, parce que faut faire quand même toute une économie. Comment ça va? Bah, ça va très bien, j'ai très mal à la gorge, là, j'en peux plus. Presque fini. Faut faire les classes, faut faire les quêtes, faut faire le lore. Le lore, toi, c'est fait. Mais franchement, faut faire aussi l'économie, le marché, les matchmaking, les serveurs. C'est vraiment, vraiment beaucoup. On rappelle quand même que le studio a du coup un projet très chargé. On rappelle qu'il y a un jeu de combat nommé Projet L, encore, un jeu de combat League of Legends. Le fameux MMO dans l'univers de League of Legends qui devra encore se faire attendre pendant quelques temps. Les jeux Riot Forge, même si le studio n'est pas directement en charge de la création, elle supervise. On précise qu'il y a quand même eu quelques jeux déjà de Riot Forge. Et bien entendu, Riot Games doit aussi s'occuper de tous ces autres titres déjà sortis. Ça fait quand même un sacré boulot. Mais au moins, on est content parce que voilà, je reprochais souvent à Riot Games de se reposer trop sur League of Legends. Voilà, bon, écoute, là maintenant, ils font des efforts, c'est très bien, c'est très cool. On enchaîne du coup avec les Pégases qui se sont déroulés hier, il me semble. Oui, ça s'est déroulé dans la nuit d'hier. Les Pégases de 2023. Je précise que c'est le palmarès de la cérémonie française où on récompense les meilleurs jeux de l'année français, mesdames et messieurs. Voilà, mon vin, mon pinard, mon pâté, hein, ma France. Et aujourd'hui, pour cette 4e édition, autour du jeu vidéo, il y a eu plein de récompenses. Donc, je ne vais pas vraiment dévoiler, je ne vais pas vous dire en détail tout ce qu'il y a eu, mais bon, il y a eu des guests. Et du coup, on va afficher ici déjà les résultats. Et le meilleur jeu vidéo qui remporte la palme des Pégases, c'est évidemment le jeu Stray, le jeu du petit chat, devant A Plague Tale Requiem et Sifu. Le meilleur jeu indépendant remporté aussi par Stray. A Plague Tale Requiem qui remporte l'excellence narrative, Sifu le meilleur game design, l'excellence visuelle, A Plague Tale Requiem évidemment, la meilleure innovation technologique de Dune Spice Wars. Je ne vois pas en quoi c'était une innovation technologique, mais bon, soit. Le meilleur univers sonore, c'est A Plague Tale Requiem. Meilleur jeu vidéo étudiant
Alaska et ça, c'est très bien qu'ils fassent ce genre de récompense. Le meilleur jeu vidéo mobile avec Tales Up, au-delà du jeu vidéo avec Flat Eye. Je ne vois pas en quoi ça, par contre, je voilà. Je ne sais pas trop renseigné sur ça. Meilleur service d'exploitation par Solasta. Meilleur premier jeu vidéo, c'est Stray, hein. On rappelle que Stray, c'est le premier jeu d'un studio indépendant et bah, franchement, c'est pas mal réussi, hein. C'est très bien fait. Pour une première, c'est une grande réussite, les gars. On a hâte de voir leur prochain jeu. Le meilleur jeu vidéo étranger, quand même, on rappellera, parce que c'est bien de mettre un petit peu d'étranger. Elden Ring, sans surprise, qui remporte le meilleur jeu, hein, bien sûr. Le meilleur jeu mobile à télécharger, Spiritfarer. Le meilleur jeu vidéo indépendant étranger, c'est Unique. Très bon jeu. Et la meilleure accessibilité, Steel Rising, un jeu que je vous conseille. Voilà un petit peu, si vous avez raté les Pégases, voici un petit peu le rendu. Et enfin, on va terminer par quelque chose de très créatif, par une petite idée très créative que j'ai vraiment adorée. On va parler de Animal Crossing et des Sims 4, la fusion, car en effet, une créatrice a décidé de mettre Animal Crossing dans les Sims 4. Elle a recréé Animal Crossing dans les Sims 4, voilà. Donc, lorsqu'une joueuse de Animal Crossing New Horizon passe plusieurs heures sur les Sims 4, le résultat est plus qu'impressionnant. Grâce à la création de cette utilisatrice, Reddit, les deux classiques du jeu vidéo ne font plus qu'un. La créativité d'une partie centrale et Animal Crossing, ça donne ça. C'est sur Reddit que IJ Sim a partagé sa création immédiatement. Attendez une seconde, excusez-moi. Les gens de Sims 4 et de Animal Crossing New Horizons sont tombés sous le charme. Sur un terrain de jeu de Maxis, l'utilisatrice a reproduit l'île du dernier opus de la licence Nintendo. On peut y observer la cabane que les apprentis aventuriers de Animal Crossing peuvent avoir, à condition de mettre la main au porte-monnaie, évidemment, mais ce n'est pas tout. Les easter eggs sont nombreux et ont su attirer l'œil des joueurs. Et je laisse à la régie le fait de mettre l'image, du coup, cette fameuse chose, fameuse image, la voilà. Si tu peux la mettre, si c'est possible de la mettre en gros plan, s'il te plaît. Animal Crossing rencontre les Sims 4. J'espère que vous l'aimeriez et que vous apprécierez les petits détails qui nous font aimer le jeu. J'ai beaucoup de plaisir à le réaliser. Et du coup, comme vous pouvez le voir dans cette image, il y a vraiment des easter eggs à l'appel. En observant d'un peu plus près, on peut voir différents easter eggs comme le quai avec son avion et la radio. Le petit quai là-bas, voilà, pour référence à Animal Crossing New Horizon. Un petit cadeau transporté par un ballon plane au-dessus du terrain. Vous pourrez voir au-dessus de la maison. Les arbres ont des pommes surdimensionnées. Une station d'artisanat sur une souche d'arbre se trouvant devant la maison. En plus de cela, un chien est assis sur un banc avec une guitare, un hommage évidemment à un chien blanc avec Kéké la glisse. Et bien sûr, je vous laisse, il y a une Switch cachée quelque part, je vous laisse savoir où elle se trouve. Allez-y, le tease, est-ce que tu as une petite idée? Voilà, voilà, d'accord, tu crois l'avoir vue. Est-ce que le chat peut me dire où est-ce qu'ils ont vu la Switch? Jay aurait deviné, d'accord. La, la, la régie ne l'a pas. Alors Jay, est-ce que tu peux dire où se trouve la Switch? Alors, la régie, est-ce que tu peux me dire où tu l'as vue? Eh bien non, 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 ce n'est pas ici qu'elle est la régie. Effectivement, c'est tout le terrain de la maison, comme vous pouvez le voir, hein. La Switch, elle est énorme. C'est ça qui vous pouvez voir la Joy-Con bleue. Je suis en train de oh bordel, de le tease. Effectivement, voilà où était cachée la Switch. C'est la base de la maison. Voilà, le Joy-Con bleu sur la gauche et la Joy-Con rouge sur la droite. Voilà, le résultat est très impressionnant. Il faudra que je pense à le télécharger. Je vais essayer sur mes Sims 4. L'utilisatrice Reddit avoue sur son profil, elle est une grande fan des deux jeux. Tu m'étonnes mon cochon. Elle a mis à profit ses compétences créatives dans les Sims 4 pour construire cette reconstitution très fidèle. Dans les commentaires, les deux communautés ont réagi très positivement et ont demandé si la construction était disponible sur la galerie de la production de Maxis afin de pouvoir la reproduire dans leur propre jeu. Cependant, AJ Sim n'a pas répondu à ces demandes, donc pour l'instant, les fans se contenteront de contempler l'image. J'espère vraiment qu'elle mettra cette construction pour la communauté parce que c'est vraiment du très beau travail. Voilà, je tenais au moins à finir sur une note positive parce que là, on a parlé de harcèlement, de triche, de harcèlement sexuel dans le monde du cinéma, de tôle. Voilà, on a eu quelques petites nouvelles, mais bon, c'est quand même cool de finir sur cette petite note positive, sur cette petite image.
Voilà, hein, je vais mettre d'ailleurs cette image sur le Discord, GoStream, pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour les informations. Merci beaucoup pour le Go Actu. Alors, je précise, excusez-moi, je précise évidemment, je rappelle, on embrasse très fort Mrs. Zou qui est actuellement pour un streaming caritatif. Je vais essayer de le retrouver. C'est du dimanche, je ne sais plus. C'est bon, laissez-moi retrouver. Voilà. Bon, j'en tweet. Voilà, elle y était pendant la nuit évidemment, mais ça continue toujours. Elle était dans les Players du dimanche, une association belge actuellement qui sont toujours en stream d'ailleurs. Attention, excusez-moi. Un événement caritatif, voilà, organisé et détenu par les players du dimanche, évidemment. Donc, il y a Mrs. Zou là-bas. On l'embrasse très fort. On lui souhaite bien du courage. Et également, je vous rappelle que jusqu'à dimanche, vous avez effectivement Speedon de Mister MV, hein. Il y a déjà plus de 200 000 euros qui ont été récoltés. Actuellement, il y a un speedrun sur GeoGuessr. Je pense qu'on devrait aller voir ça, prendre un petit peu de la graine d'ailleurs, le tease et compagnie, hein, on va le dire Agnette. La cagnotte est actuellement de 245 328 € à l'heure où je vous parle. Je savais ça, c'est absolument incroyable. Évidemment, tous les profits reviendront à Médecins du Monde. Je vous invite à aller voir, à aller donner pour Speedon. C'est sur la chaîne de Mister MV. N'hésitez pas. Ouais, voilà. Et voilà, c'est du coup la fin de ce Go Actu. J'espère que ça vous a plu. Non, c'était pas 7 nuits, c'est 48 heures non-stop de speedrun. C'est jusqu'à dimanche. Donc vous avez jusqu'à dimanche pour donner. N'hésitez pas, je vous rappelle, Médecins Ah, du il Monde parle pour pour cette Zou. année. Zou, oui, c'était cette nuit en effet, Ah, pour mais Zou, oui, oui, l'événement oui, continue. effectivement. Voilà, ça qu'on voulait Voilà, savoir. l'événement qu'on continue, donc on espère que ça s'est bien passé sur elle. Oui, Mizu y était l'année dernière. La nuit dernière. Allez, voilà, voilà, voilà. Donc, si vous voulez faire un petit tour, n'hésitez pas. On a vu vraiment des grosses dingueries. Et bien voilà, je vous dis, c'est la fin de ce Go Actu. Merci beaucoup. Et j'espère que ces news vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous désirez qu'on continue dans cette voie-là? N'hésitez pas à dire votre avis, hein, pour qu'on puisse s'améliorer. Est-ce que cette branche vous plaît? Énorme bravo du coup à Lucky qui a tout mis sur PowerPoint, hein, tout ce que vous voyez là, c'est Lucky qui a tout mis en place, qui a fait toute sa petite mise en scène. N'hésitez pas à répondre dans le chat ainsi que dans le Discord, hein. Si vous voulez qu'on modifie quelque chose, vous n'avez qu'à le dire. Si vous voulez qu'on parle de sujet en particulier, vous le dites. Nous vous écouterons pas. Non, 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 évidemment. Nous parlerons de l'actualité qui nous feront plaisir, hein, évidemment. Ça va? Ouais, ça va, tranquille? Mmh. Voilà. Eh bien, merci à tous, je vais rendre l'antenne, hein, je vais rendre l'antenne à Lotise, qui va pouvoir, tranquillement décéder dans son lit parce que malheureusement, il est encore assez malade. Ça vous va? Bon, bah, écoutez, je suis très, très content. Sachez que je prends, beaucoup de plaisir à vous présenter, l'actualité, en débattre et tout, ça me fait très plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. À GoStream, je propose du coup un raid pour Speedon. Ça vous dit? Qu'en pense la régie? Oh, il est pris, hein. C'est Il parti. est, il est pris, bah c'est parti. Allez, bah écoutez, merci à tous d'avoir participé et d'avoir regardé ce Go Actu. Peut-être la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine. Je ferai en sorte de faire encore un Go Actu la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Vous pourrez nous retrouver du coup la semaine prochaine. Tout un planning, tout un programme que nous n'avons pas encore fait. Il y a de Restez à nouvelles têtes la l'écoute. semaine prochaine également sur la TV. Et on annonce en régie des nouvelles têtes pour la semaine prochaine. Attention, attention, hein, restez bien à l'écoute. Nous ferons notre petite réunion. Je vous laisse sur Mister MV avec Speedon. N'hésitez pas, donnez, voilà. Allez, bisous tout le monde. Salut, salut, merci à tous. Ciao.